Merci de votre fidélité à notre antenne. Nous sommes le vendredi 13 décembre 2019. Le rendez-vous de tous les soirs, décryptage. Nous démarrons bien sûr avec le décryptage. Ce soir, nous parlons du Niger. L'État islamique revendique l'attaque meurtrière à Inates. Pour passer à la loupe cette thématique, ce thème, nous avons Mamadou Dif, notre éditorialiste maison. Mamadou, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Comment peut-on expliquer cette nouvelle attaque qui a coûté la vie à 111 personnes quand on sait qu'il y a au moins une accalmie dans cette zone de l'Afrique? Il ne va pas être facile d'expliquer l'attaque, mais il serait bon de marquer notre compassion par rapport à ces soldats tués qui, il faut le rappeler, ne sont pas morts pour eux-mêmes, mais ils sont morts pour défendre leur pays. Ils sont à la limite morts pour nous autres également, puisque ce terrorisme, on ne sait vraiment pas où est-ce que ça va s'arrêter. Comment expliquer l'attaque? Ça va être extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que 71 morts d'un seul coup du côté de l'armée, à la limite, la première chose qu'on risque de penser, mais c'est de la négligence, comment on a pu les surprendre. Mais quand on regarde la zone, c'est une zone qui est quand même sous état d'urgence au niveau du Niger depuis 2 ans. Le même camp de Inates a été attaqué en juillet, donc il n'y a pas longtemps. L'attaque était moins meurtrière, il y avait eu quand même 18 morts. Et l'attaque avait utilisé le même modus operandi. Des mortiers, des explosifs, etc. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est après les attaques de camps militaires au Burkina, après les attaques similaires au Mali, aujourd'hui au Niger, est-ce que ce que ce spécialiste français disait, ce n'est pas ça qui se confirme aujourd'hui? Ces groupes terroristes prennent le devant. C'est eux qui mènent le jeu. C'est eux qui décident de là où il y a les affrontements. Et il faut se demander, est-ce qu'il n'y a pas des militaires, à la limite des gens qui ont fait les écoles de guerre, parce qu'on amène les gens à penser au Mali, après avoir attaqué plusieurs fois des camps militaires au Mali. La première réponse, c'est de concentrer les forces militaires en disant que c'est ici que les gens agissent. Après, ils vont attaquer au Burkina. Vous vous organisez pour le Burkina, ils vont attaquer au Niger. Et il y a de quoi se poser la question sur qui sont également les stratèges qui sont derrière ces attaques, parce que aller attaquer un camp militaire, on ne se lève pas le matin pour décider de le faire le soir. On peut parler d'une information futée, non? Si on voit ce qui se passe actuellement dans ces pays-là, quand on sait que les forces qui vont riposter sont dans cette zone, et du coup on attaque de l'autre côté. Et on est dans une guerre asymétrique en quelque sorte, non? Oui, mais c'est exactement ça, la guerre asymétrique, puisque, bon, ici même un peu moins, parce qu'ils sont venus attaquer un camp. Et ils sont restés, ils ne sont pas partis. Parce que d'ailleurs, dans leurs revendications même, ils le disent, nous avons attaqué le camp que nous avons occupé pendant des heures. Ils le disent dans la déclaration avec laquelle ils revendiquent cette attaque. Donc, ils ne sont pas partis. Alors que dans la guerre asymétrique, de façon générale, c'est des explosifs, c'est une voiture piégée. Il n'y a pas cet affrontement qu'il y a eu entre eux et l'armée. Parce que c'est ça qui crée la difficulté. Ils frappent et puis ils s'en vont. L'armée n'a pas le temps d'avoir en face des ennemis avec qui l'armée va pouvoir se battre. Alors qu'ici, ils se sont arrêtés. On dit qu'il y avait à peu près 500 personnes. Ils ne sont pas venus tous ensemble. Ils sont venus avec 3 colonnes, avec des directions différentes. Mais là, on n'est plus dans la guerre asymétrique, tout simplement. On est véritablement dans la stratégie de quelqu'un qui est allé faire je ne sais quelle école de guerre, qui vient attaquer un camp et qui, en l'attaquant, également fait de la stratégie. On détruit d'abord le poste de transmission, ce qui a fait que les gens n'ont pas été capables, bien qu'ils ont été attaqués en début d'après-midi, de pouvoir sonner l'alarme pour avoir des renforts. Ils n'ont pu le faire que vers 21h. Et pour ça, il a fallu que certains parmi eux prennent le risque de quitter le camp avec des véhicules pour aller demander du renfort, aller s'attaquer également à là où se trouvent les explosifs pour empêcher aux militaires qui sont sur place de pouvoir se défendre comme il se doit. Mais on n'est plus dans de la guerre asymétrique. Ça, il y a une stratégie qui est là, qui est très claire. Il faut même se demander, est-ce qu'il n'y avait pas du renseignement en la matière qui était à leur disposition pour savoir comment faire pour détruire le centre de transmission, comment faire pour détruire là où se trouve le stock des munitions. Ils ont fait la même chose également avec le stock du carburant. Quand on s'intéresse un peu au mode opératoire en soi, on peut dire que c'est des têtes bien faites qui ont travaillé sur ce qui se passe actuellement, non? En tout cas, on peut le dire aujourd'hui parce que
si des gens qui théoriquement ne sont pas des militaires de carrière tiennent tête au G5 Sahel, à la MINUSMA, à Barkhane, à l'armée du Mali, du Niger, du Burkina Faso, c'est vrai qu'il peut y avoir des hommes de troupe, comme on les appelle, mais il doit y avoir derrière des gens qui sont en train de concevoir ces stratégies, de sorte que, au lieu que cette guerre s'arrête, au lieu que les attaques reculent, les attaques deviennent de plus en plus nombreuses, les attaques deviennent de plus en plus meurtrières, et actuellement, c'est des attaques de front directement contre les militaires. Qu'on n'oublie pas que le quartier général du G5 Sahel a été attaqué au niveau du Mali, le quartier général de l'état-major a été attaqué au niveau du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on quitte l'ancienne méthode simple guerre asymétrique, taper et puis frapper, mais on est là en train de vouloir affronter en quelque sorte les militaires directement. Alors, quand on voit un peu ce qui se passe dans les autres pays, quand on cite par exemple le Burkina, le Mali, on sait que depuis un certain temps, le Niger est quand même épargné. Épargné, c'est trop dire. C'est qu'il n'y avait pas des attaques comme celle-ci, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en face aussi de plusieurs groupes. C'est l'État islamique qui vient de revendiquer. Ici, il s'agit plutôt de l'État islamique du Grand Sahara. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a d'autres groupes. C'est quoi finalement la différence entre ces groupes-là? Peut-être c'est eux qui connaissent la différence. Nous, on voit des gens qui se réclament de la religion, qui disent qu'ils font du djihad, qui s'en prennent à des personnes civiles, qui s'en prennent à des militaires, qui s'en prennent à des moyens de transport. Quand vous regardez, vous ne voyez pas véritablement de différence, parce qu'il y a une petite différence dans les modus operandi, mais sinon, il n'y a pas autre chose. Et c'est là où c'est compliqué, parce que même d'un point de vue stratégique, cette façon que nous avons de répondre État par État, à mon avis, ne correspond pas à ce que ces gens-là font. Quand on prend le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est un groupe qui agit aussi bien au Mali qu'au Burkina. Est-ce qu'on peut combattre ce groupe-là en disant que bon, il faut les combattre à partir du Mali, c'est l'armée malienne qui doit les combattre? Quand vous prenez les noms, ceux qui ont revendiqué, ils s'appellent État islamique dans le Grand Sahara. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent compte d'aucune frontière. Et c'est ça qui leur permet de taper d'un côté, de se balader facilement, puisque tout le monde connaît ce que c'est nos frontières, aller se regrouper ailleurs, attaquer encore un autre endroit sans tenir compte des frontières. Et nous, on veut donner une réplique où on parle de Mali, on parle de Burkina, on parle de G5 Sahel. Les pays qui ne sont pas encore attaqués, on n'en parle pas. Alors que ce que les gens oublient, c'est que cette zone qui a été attaquée, ce n'est pas seulement à la frontière avec le Mali. On est également tout proche du Bénin. On est à 2 pas du Burkina Faso. On est à 2 pas également du Nigeria. Une bonne réponse aurait voulu que tous ces pays s'impliquent pour que ces gens-là ne puissent pas traverser les frontières et aller se cacher quelque part après avoir commis leur forfait. Mais on sent une liberté, donc, quand ils vont de pays en pays, ils commettent des forfaits, ça et là. On se demande justement ce que fait la force de G5 Sahel, non? Bon, ce n'est pas une liberté, en fait, c'est cette incapacité que nos armées... N'arrivent pas à circonscrire le mal au temps opportun. Faut voir également l'étendue des États. Il faut voir la réalité de nos États, il faut voir la réalité de nos armées, d'un point de vue renseignement et tout. Il y a un acteur de la société civile du Niger, Moussa Tiangari, qui pose le problème de façon pertinente. Il dit, mais on leur a dit que les gens sont là avec des drones, les gens sont là avec du renseignement humain, les gens sont là avec des avions de chasse. Mais il a dit, où était tout ça? Pendant que 3 colonnes, à peu près 500 personnes se déplacent, on nous avait dit qu'avec les avions AWACS et autres, même quand tu es dans ta salle de bain en train de te laver, on peut te voir. Mais comment ils ont fait pour ne pas voir ces 500 personnes? C'est vrai que nos armées n'ont pas ces moyens, mais l'armée, les étrangers, généralement, leur présence s'explique surtout par ce côté technique, cet appui que nous n'avons pas. Mais ici, l'appui technique, on ne l'a pas vu. Et il pose le problème en reposant encore ce débat sur la pertinence de la présence des forces étrangères dans cette zone. Officiellement, ce sont 11 personnes de tuées, mais il y a toujours des perdus, qui posent énormément de problèmes aujourd'hui. D'aucuns disent qu'ils sont au-delà de 100 et quelques, d'aucuns disent que ce sont 11. Oui, dans sa revendication, l'État islamique parle de 100 morts. Mais bon, il ne faut pas prendre leurs chiffres au sérieux. Je ne crois pas que quand ils ont attaqué, ils se sont arrêtés pour compter le nombre de victimes. Je ne le crois pas. Mais il y a ce problème toujours dans ce genre d'attaque. À un certain moment, pris par la surprise, il y aura un peu de dispersion de la part des militaires qui sont attaqués. Est-ce que certains se sont retrouvés dans la forêt parce qu'on n'est pas loin d'une forêt qui est en même temps le refuge
d'une bonne partie des groupes islamistes dans la zone. Est-ce qu'ils se sont eux aussi dispersés dans la forêt? Est-ce qu'il y a des blessés qui sont allés peut-être mourir avec leurs blessures quelque part? Ça, c'est plusieurs jours après qu'on va pouvoir avoir la bonne information. Pour le moment, officiellement, c'est 71 morts qui ont été établis par le gouvernement du Niger. Peut-on parler, bien sûr, de l'impréparation de ces militaires-là qui ont été tués? C'est une surprise? Impréparation, certainement non. C'est vrai que la surprise va être difficilement acceptée pour des militaires parce que généralement, quand on installe une base, il y a des miradors. Il y a des gens perchés très haut pour regarder à 2 ou 3 kilomètres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'approche? Est-ce qu'il n'y en avait pas dans cette base? Mais quand on parle des militaires, ce n'est pas quand même les policiers ni les gendarmes, c'est des gens qui sont là et qui s'y connaissent vraiment dans le domaine. Comment cela a été possible d'une façon sporadique? C'est pourquoi j'ai dit je ne connais pas la base, mais normalement il y a ces miradors où les gens sont là en train de regarder dans toutes les directions pour voir est-ce qu'il y a une attaque qui est possible, est-ce que l'on prépare quelque chose, est-ce qu'il y a un ennemi qui s'approche, est-ce que ce matériel était disponible ou pas? Je ne peux pas répondre à l'état actuel. Ce qui est sûr, c'est que la surprise ne sera pas une excuse à 100%. Une des premières raisons, je l'ai dit tout à l'heure, cette même base avait déjà été attaquée dans les mêmes conditions au mois de juillet. Donc on ne peut pas dire qu'on ne s'y attendait pas. La deuxième raison, on voit qu'actuellement, dans la sous-région, la partie Mali, Burkina, Niger, de plus en plus, les terroristes s'attaquent aux camps militaires. Les attaques vont de plus en plus vers les militaires que vers les populations civiles. Donc, tout le monde devait s'y attendre. On a vu le Mali qui a préféré même à un certain moment les points avancés où il y avait des militaires sans qu'il y ait tout le matériel qu'il faut pour pouvoir se défendre quand il y a attaque. Ils ont préféré laisser tomber ces points et puis regrouper les gens dans des garnisons pour avoir une plus forte possibilité de riposte si la garnison était attaquée. Mais la stratégie montre que les gens savent que aujourd'hui au moins, c'est la stratégie de ces terroristes et le camp pouvait être attaqué et tout le monde savait que le camp pouvait être attaqué et c'est là où ça pose problème. Comment peut-on comprendre maintenant le fait quand on annonce une rencontre, que ce soit régionale ou internationale? On sait que normalement le 16 prochain, certains chefs d'État de cette zone-là devaient se retrouver de l'autre côté à Pau en France. Et c'est à quelques temps de cette rencontre-là qu'ils annoncent qu'ils sont toujours là en force ou comment on peut comprendre cela? En fait, il y a plusieurs analyses possibles ici. Les terroristes se sont rendus compte qu'ils ont réussi à gagner l'opinion, à faire en sorte qu'on ait une très mauvaise opinion de la présence des forces étrangères en montrant qu'ils n'ont pas été capables de les empêcher de faire ce qu'ils font. Ils sont peut-être en train d'appuyer sur le bouchon pour que les populations demandent tout bonnement le départ de ces forces. Mais l'autre analyse est également possible. C'est les forces étrangères qui sont là. Une telle attaque va montrer que nous ne sommes pas en mesure nous-mêmes de garantir notre propre sécurité. On a besoin des forces étrangères. Maintenant, je crois que par rapport à la rencontre de Pau, si on reste dans la logique du président Macron, je crois que la rencontre ne doit plus avoir lieu à Pau, la rencontre doit avoir lieu à Inates. C'est vrai que Pau a perdu, mais c'était 13 soldats. Ici, il y en a eu 71. Il ne faudrait plus qu'on demande aux gens d'aller en France parce que c'est des militaires français qui sont tombés. Il faudrait que la rencontre se fasse à Inates au Niger. C'est là où se trouve le théâtre des opérations et c'est là où sont tombés également 71 militaires. Alors, les populations, quelque part, raison de demander le départ de ces différentes forces-là qui semblent être un peu inoffensives. Raison, je dirais non. Les populations n'ont pas raison, bien qu'on peut comprendre la perception des populations qui ne comprennent pas comment autant de militaires, comment autant de matériel sont là présents sur le terrain. Non seulement on ne fait pas reculer le terrorisme, mais on se rend compte que ce terrorisme attaque un peu partout maintenant. Donc de ce point de vue, on peut comprendre l'exaspération des populations. Là où les populations n'ont pas raison, c'est que nous n'avons pas les moyens de riposte. Dans ce genre d'opération, une armée qui veut riposter, dans une attaque qui a lieu à 250 km de Niamey, s'il faut prendre des véhicules pour faire les 250 km avec l'état des routes que nous connaissons, ça ne va pas être facile. Ça ne servira à rien. Il faut une riposte militaire, il faut des hélicoptères, il faut des avions. Est-ce que nos armées en disposent pour pouvoir agir de façon rapide? Et c'est là où, effectivement, la présence étrangère, d'un point de vue technique, d'un point de vue renseignement, il ne faut pas qu'on fasse semblant. Nous en avons besoin
pour pouvoir vaincre le terrorisme, il faudrait peut-être voir comment faire en sorte que ça soit utilisé également à bon escient. Quelle leçon on peut tirer de tout ce qui se passe? Pour moi, la première leçon à tirer, c'est qu'il faut qu'on arrête de combattre le terrorisme en raisonnant en termes d'État. Ok. C'est des gens qui ne raisonnent pas en termes d'État. Quand le Moujahou était là, c'était un mouvement pour l'unité, le djihad en Afrique de l'Ouest. Quand on dit ACMI, il parle de Maghreb islamique. Quand vous les voyez, c'est des grands ensembles qu'ils prennent en même temps. Il faut leur apporter une réponse des grands ensembles pour que, quand ils frappent dans un pays, qu'il leur soit impossible de pouvoir se réfugier ailleurs. On a vu l'exemple du Nigeria. Tant que le président Goodluck Jonathan insistait sur les frontières du Nigeria, Boko Haram a fait ce qu'il voulait. Mais à partir du moment où le nouveau président a dit non, traverser les frontières et que le Nigeria, le Niger, le Cameroun, le Tchad se sont mis ensemble, même s'ils n'ont pas vaincu Boko Haram, ils les ont réduits. C'est cette réponse collective-là qu'il faut. Et il faut que les pays qui ne sont pas encore attaqués sachent qu'ils sont potentiellement concernés. En mettant ensemble tous ces éléments, je crois qu'on pourra finir avec cette question du terrorisme dans cette partie de l'Afrique. Amadou Diouf, merci d'être passé pour votre analyse. C'est moi qui vous remercie. Messieurs et dames, nous allons devoir marquer la pause pour se retrouver dans la partie invitée.